Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors nous avons vu les conséquences du caractère unitaire des matrices de diffusion qui conduisaient à des relations, des contraintes sur les amplitudes. Il en est de même de la causalité. Alors, dans la causalité, l'exigence microscopique que les effets se manifestent après l'action des causes exige non seulement que l'on puisse identifier sans aucune ambiguïté possible les causes, mais ça implique aussi le concept d'irréversibilité thermodynamique pour pouvoir dire ce qui se produit avant et après, ce qui sort alors du monde microscopique. Heureusement, il y a la vitesse finie des signaux qui doivent toujours être inférieure ou égale à la vitesse de la lumière dans le vide. Et cela permet une formulation plus faible de la causalité qui n'implique pas le choix d'une direction privilégiée de la flèche du temps. Nous adhérons à l'idée ici que des régions qui sont séparées spatialement, au sens relativiste, ne s'influencent pas. Ou dit autrement, en langage plus proche du nôtre ici, les observables locaux propres à ces régions doivent commuter. Nous avons vu qu'on peut restreindre cela aux relations de commutation ou d'anticommutation des champs fondamentaux. Par simplicité ici, nous discuterons seulement du cas des champs de Bose. Le passage aux ordres fermés n'est pas bien compliqué. Mathématiquement, les propriétés correspondantes des commutateurs de champs se traduisent par des propriétés analytiques de leur transformée de Fourier. D'où cette relation entre causalité et analycité. Cette observation, au départ, a été la base du traitement original, la première fois, de Kramer et Kronig sur l'indice de réfraction de la lumière dans un milieu en reliant la dispersion et l'absorption. C'est de là que vient le nom de relation de dispersion, même si on ne voit pas toujours où est la dispersion. En fait, le terme vient de là, relation de dispersion, même pour des représentations analytiques des amplitudes de diffusion. Un exemple, on va prendre ici un exemple assez simple pour illustrer les idées qui sont là derrière. Considérons la diffusion élastique d'une particule A de masse MA sur une particule cible B de masse MB. Les deux particules sont supposées sans spin, simplement pour éviter des résultats techniques fort encombrants et inutiles car ils ne modifient pas les conclusions essentielles. Mais ces particules peuvent porter une charge. Donc on distinguera la particule A de l'antiparticule à barre. Nous reviendrons dessus. Et donc nous utilisons un champ phi complexe pour décrire cette particule. Si on appelle Q1 et Q2 les moments initiaux et finaux de la particule A, P1 et P2 pour la particule B, alors les parties connectées dans l'amplitude de diffusion peuvent être exprimées comme, on l'a vu, SFI égale moins l'intégrale de D4X, D4Y fois E exposant moins I Q2Y moins Q1X fois nabla X plus MA carré fois nabla Y plus MA carré fois qui agit sur l'amplitude P2 T, le produit ordonné dans le temps, de phi croix Y, phi X,
P1. Alors, on a un facteur normalement de normalisation Z exposant moins Z', nous l'avions vu, nous l'avons absorbé dans la définition du champ, pour simplifier. Avec Q1 et Q2 qui sont dans le cône de lumière en avant, le produit ordonné dans le temps peut être remplacé par un commutateur retardé, c'est-à-dire T de phi croix Y phi X est égal à θ Y0 moins X0 fois le commutateur phi croix Y phi X. Ce qui ne modifie pas, évidemment, SFI. Ça, c'est quelque chose que nous avions vu aussi. Définissons une source JX pour le champ phi X, défini par l'équation d'évolution nabla plus ma carré phi de x égale j de x. On va supposer ici, par simplicité, pour cet exemple, que phi et j commutent à temps égal. Alors, si on prend l'invariance à la translation en compte, on peut alors écrire SFI égale 2π4 delta P1 plus Q2 moins P2 moins Q2 fois T ronde, où T ronde est égal à I intégrale D4Z E exposant IQZ fois l'amplitude P2 θ Z0 fois le commutateur J croix Z demi J Z demi P1 et Q ici est égal à Q1 plus Q2 divisé par 2, la moyenne des moments, des impulsions. L'invariance de Lorentz implique que l'expression de T ne peut dépendre que des produits scalaires des moments, c'est-à-dire 2 des 3 variables de Mandelstam pour des particules qui sont sur la couche de masse. Voilà, donc ça c'est la base de notre exemple. Nous avons pas mal de travail devant nous, donc nous continuerons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.